Bonjour. Après l'emphase et les notions de regroupement et de profondeur, il ne me reste plus qu'à parler, pour terminer mon tour des animations, des déplacements, puisque les disparitions sont symétriques des apparitions. J'ai peine à imaginer à quoi peuvent servir la plupart des déplacements, surtout ceux en boucle, et je n'en utilise que trois, qui sont ceux que l'on peut personnaliser. En effet, les autres déplacent les éléments d'une quantité qui n'est jamais celle que je veux. Le plus simple des déplacements, et comme chacun sait le plus court, est la ligne droite. Exemple d'application simple, si j'amène une image de curseur sur ma slide, je peux faire cela avec une entrée brusque, mais si je veux ensuite amener mon curseur à un autre endroit précis, ce sera un déplacement linéaire. La courbe permet de donner un peu plus d'élégance au mouvement. Je vais l'illustrer en vous montrant aussi une caractéristique importante, à savoir que le départ ou l'arrivée du mouvement n'est pas forcément sur la slide. Si vous ajustez le facteur de zoom de PowerPoint à disons 75%, vous aurez accès à la zone hors slide. Le cas typique d'utilisation d'un déplacement courbe en informatique est pour moi montrer l'assignation d'une valeur à une variable représentée par une boîte. Pour dessiner une boîte, je vais d'abord utiliser une forme de cube. Je vais rajouter un trait vertical pour avoir une arête supplémentaire suggérant une boîte creuse. Puis je vais placer une zone de texte contenant ma valeur en dehors de la slide et lui affecter un déplacement en courbe gracieux pour aller le flanquer dans ma boîte. Si vous vous rappelez la dernière vidéo, je ne veux pas avoir ma valeur devant ma boîte, et je vais donc coller au niveau supérieur un rectangle correspondant à l'avant de ma boîte, agrémenté du nom de ma variable. Une remarque au passage, vous voyez qu'une entrée brusque peut être considérée comme un type particulier de déplacement démarrant à l'extérieur de la slide. Revenons à une taille normale, et voilà le résultat. Le déplacement freestyle est d'utilisation moins commune. Cela peut servir pour des mouvements de curseur un peu erratiques, ou pour quelque chose qui est un peu gratuit, mais peut par exemple être une bonne manière de conclure. Conclure une présentation, c'est toujours difficile. Voilà un exemple. J'ai donné à l'image de la main avec le marqueur un mouvement correspondant à peu près au texte. Cela n'a pas besoin d'être précis. Pour dévoiler le texte, soit vous le faites apparaître avec un balayement vers la droite, soit vous collez par-dessus un rectangle de la couleur du fond que vous faites disparaître avec un balayement vers la droite, soit vous faites les deux à la fois, ce que j'ai fait ici. L'important, je vais en parler bientôt, c'est que tous les mouvements soient bien synchronisés. Un point à noter avec les déplacements, par défaut PowerPoint leur donne deux propriétés qui s'appellent en version originale Smooth Start et Smooth End, qui ne sont rien d'autre qu'une accélération au départ et une décélération à la fin. Cela ne sert à mon avis à rien, et vous devriez chaque fois les désactiver, ce qui demande suivant les versions soit à décocher une case, soit à mettre une valeur de temps à 0. Je trouve personnellement curieux que des gens qui n'ont manifestement pas une idée très claire de ce qu'est une vitesse portent autant d'intérêt à ce qui en est techniquement parlant la dérivée. Travailler à vitesse constante, ce que je fais toujours, rend beaucoup plus facile les combinaisons d'animations qui sont fréquentes. Eh bien voilà, j'ai fait le tour des animations principales. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un point très important qui est la différence entre les animations de type apparition et les autres. Imaginons que j'ai un objet sur ma slide. Si je lui associe par exemple une apparition de type entrée brusque depuis le bas, voici ce que cela donne. Qu'est-ce que l'on remarque? L'endroit où j'avais initialement placé mon objet est sa position d'arrivée. Avec toutes les autres animations, c'est le contraire. La place statique de l'objet devient le point de départ non seulement pour les disparitions, mais aussi pour les déplacements, les emphases qui modifient la taille de l'objet, ou, pourquoi pas, les combinaisons déplacement plus emphase. Pourquoi est-ce important? Simplement parce que si je suis au milieu d'une séquence de slides avec des objets que je retrouve de place en place, il faut, après un mouvement quelconque, que je retrouve l'objet exactement à sa place de destination, et en pratique c'est un peu délicat. Je vais vous montrer comment on s'en sort. Sur la première slide, j'ai mon objet qui est ici, et je veux sur la slide suivante le retrouver là. Je vais d'abord aller sur la deuxième slide, je vais sélectionner mon objet, et je vais le copier. Ensuite, je vais revenir sur la slide précédente et je vais le coller. Cette copie va simplement me servir de repère. Je sélectionne l'objet que je veux déplacer, et je vais lui associer un déplacement de manière à arriver exactement sur la copie. Pour les déplacements quand il y a du texte, je trouve la lettre O très pratique parce que cela fait comme un viseur. N'hésitez pas à zoomer pour agrandir le plus possible. Une fois que c'est fait, je détruis le repère.
En général, quand vous affichez vos slides, cela va donner quelque chose comme cela. Déplacement, je clique pour passer à la slide suivante, et là un tresautement qui fait moche. N'essayez surtout pas de modifier votre déplacement, vous aurez très peu de chances de vous en sortir. La bonne méthode, c'est d'ajuster la cible. Quand on est en mode d'affichage du diaporama, il y a deux touches très utiles, flèche vers le haut pour revenir en arrière et flèche vers le bas. Si depuis la deuxième slide vous appuyez sur flèche vers le haut, vous allez voir la position de l'objet en fin de course. À ma connaissance, c'est la seule manière de voir exactement où il arrive. Flèche vers le bas, et essayez d'estimer la différence entre les deux slides. Souvent, je répète le basculement. On voit ici que sur la slide 2, l'objet est un peu trop à droite et un peu trop bas. Je vais donc ajuster sa position pour qu'elle corresponde à la position d'arrivée de la slide 1. Je sélectionne l'objet, clic droit, je vais sur Format Shape, et là je m'intéresse à la position, que je vais ajuster en modifiant les valeurs pour le déplacer vers le haut et vers la gauche. Cela aide d'avoir le compas dans l'œil, et avec un peu d'habitude on parvient à estimer assez bien de combien il faut ajuster, sinon la méthode des artilleurs, un coup trop près, un coup trop loin, fonctionne aussi plutôt bien. Après ajustement, voilà ce que j'obtiens avec un fondu qui lissera tout si je me suis planté d'un pixel ou deux. Vous l'aurez compris, c'est plus facile d'avoir des déplacements ou des réductions sur la dernière slide d'une séquence plutôt qu'en plein milieu. Ce n'est pas le genre de truc à rajouter au dernier moment, 10 minutes avant de présenter. On devient plus habile avec un peu de pratique, mais c'est quand même du travail d'horloger. À propos d'horloger, il y a une composante importante dans les animations qui est celle du temps. Quand j'ajoute une animation à un élément, il y a trois composantes temporelles. D'une part, évidemment, la durée, dont la valeur par défaut dépend de l'animation. Ensuite, quand se déclenche l'animation, qui peut être au clic, avec le précédent, ce qui permet de combiner des animations, ou après le précédent, ce qui permet d'enchaîner les animations sans clic supplémentaire. Enfin, d'usage plus rare, on peut spécifier un délai, surtout utile dans les enchaînements pour laisser à l'auditoire le temps de digérer un gros paquet d'animations. Je pense que le mieux pour faire comprendre toutes ces notions est un exemple que je vais disséquer. Disons que je veux représenter un bouton. Je clique dessus et une fenêtre apparaît. J'ai cliqué une seule fois pour tout lancer depuis l'apparition du curseur. Reprenons tout depuis le départ. Mon bouton, c'est une forme avec un peu de texte dedans et un peu de formatage. Le curseur, c'est mon image habituelle qui va apparaître avec une apparition brusque depuis le coin inférieur droit. Je place donc mon curseur sur le bouton là où il doit arriver. Le curseur va apparaître au clic, et c'est le seul clic qu'il y aura. Ce déplacement a une certaine durée que j'ai fixée à 0,8 secondes, un peu plus que la demi-seconde par défaut. Ensuite, j'ajoute à mon curseur l'effet de clignotement pour simuler un clic que moi je n'exercerai pas puisque je vais demander un clignotement immédiatement après l'effet précédent. J'ai changé la vitesse par défaut du clignotement, une seconde, à 0,5 secondes. En même temps que le clignotement, je change l'apparence du bouton. C'est simplement une copie du premier bouton dont j'ai changé les couleurs et que je fais apparaître brusquement. Et finalement la fenêtre apparaît, après les autres, mais avec un tout petit délai de 0,3 secondes pour que l'on comprenne mieux les causalités. Comme vous le voyez, rien de sorcier, et tout s'enchaîne très bien. La prochaine fois, nous combinerons transitions et animations.